Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Tout de suite, les titres de ce mardi 24 mai. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui, et ce n'est pas fini. Nous avons tous cherché un petit coin de fraîcheur. Les plus chanceux ont pu aller à la plage, goûter une eau encore fraîche. Les habitants du cœur de ville, eux, en ont assez. Avec le retour des beaux jours, de nombreuses personnes passent leur soirée dehors. Le bruit devient insupportable pour ceux qui habitent l'Écusson. Nous y avons passé la soirée. À 4 jours d'une demi-finale inédite pour le MHR au stade Vélodrome, Olivier Brachard s'est rendu à l'entraînement pour évoquer avec les joueurs cette première devant 60 000 spectateurs. Commençons ce journal avec cette alerte à la bombe, comme ce fut le cas il y a quelques temps. C'est à nouveau la crèche de Juvignac qui est visée. L'appel anonyme a eu lieu à 16h45. Immédiatement, les forces de l'ordre ont évacué les 70 enfants présents à la maison Le Petit Prince. Les démineurs sont actuellement sur place pour fouiller le bâtiment qui à cette heure-ci est vide. Si l'actualité l'exige, nous ferons un nouveau point en fin de journal. Mais nous allons l'évoquer tout de suite avec le colonel François Agostini. Bonsoir colonel. Bonsoir. Vous êtes le commandant du groupement de gendarmerie de l'Hérault. Nous avions prévu votre venue dans un tout autre cadre que nous évoquerons tout à l'heure. Qu'est-ce que malgré tout vous pouvez me dire de cette alerte à la bombe ? Eh bien, effectivement, les chiens à la fois des démineurs, mais également de la brigade de gendarmerie des transports aériens ont été engagés de manière à procéder à une levée de doute. Donc, cela fait la seconde fois que cette crèche est visée. Ce que je peux vous dire, c'est que encore une fois, l'appel anonyme est émis d'une cabine téléphonique et que nous travaillons ardemment sur le sujet en matière d'enquête de manière à pouvoir appréhender ce mauvais plaisantin. Nous reviendrons sur la sécurité locale justement au cours de ce journal. On reprend le cours normal de notre journal. On se croira en été. Vous l'avez sûrement ressenti dès ce matin. Les températures ont considérablement grimpé. Il a fait 30 degrés et la température maximale cet après-midi a atteint 32 degrés. Un record pour un 24 mai. On écoute les explications du responsable de Météo France au micro de Marie-Laurence Flétour. Actuellement, il fait très chaud depuis 2-3 jours et ça continue. Ce sont des températures estivales dignes d'un mois de juillet ou d'un mois d'août. Et c'est vrai qu'actuellement, on est dans ce qu'on appelle une masse d'air, c'est-à-dire un air qui arrive directement du nord de l'Afrique, de Mauritanie, du Maroc, qui passe au-dessus de l'Espagne et qui arrive directement sur nos régions méditerranéennes. Donc c'est un air particulièrement chaud, subsaharien, très sec, très chaud, qui n'a pas eu le temps de s'humidifier sur la Méditerranée. Donc on a ainsi des températures très élevées qui ne sont pas loin d'être des records pour un mois de mai. Un record effectivement, 32 degrés, un record pour un 24 mai, qui a poussé nombre de Montpelliérains à chercher la fraîcheur. Je vous le disais, Marie-Laurence Flétour et Justine Bellamy l'ont cherché elles aussi. 35 degrés au soleil, une journée exceptionnelle pour un mois de mai. Sur la plage, les premiers baigneurs se sont jetés à l'eau. Je pense qu'elle a 16 degrés, elle est pas mal au mois de mai, on commence à être bon et on attend avec impatience l'été, qu'elle soit à peu près à 21-22 degrés, qu'on puisse encore mieux s'amuser. Une eau rafraîchissante et une plage pas encore bondée. Comme beaucoup d'autres, ces jeunes parents sont venus profiter du beau temps. Oui, je suis allé faire juste un peu trempette là, mais c'est vrai que c'est étonnamment doux et chaud à cette période de l'année, quoi. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, donc ça va, mais on fait attention avec la petite. Mais c'est vrai qu'il fait chaud. Bon, on a un petit chapeau pour la petite, là, on lui a mis de la crème, bien sûr, et on a beaucoup d'eau avec nous aussi. Une courte parenthèse estivale qui continue encore demain. Profitez-en, Météo France prévoit des averses pour vendredi. L'été est là, effectivement. Parlons justice maintenant. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier a ordonné aujourd'hui une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé du vicomte d'Harcourt est compatible avec sa détention. La semaine dernière, le vicomte âgé de 86 ans avait demandé à la Cour d'appel de Montpellier sa remise en liberté pour raison médicale. Je vous rappelle qu'Amaury d'Harcourt avait été condamné à 8 ans de réclusion pour complicité dans l'assassinat de Bernadette Bissonnet. Notez aussi que Jean-Michel Bissonnet, condamné pour avoir commandité le meurtre, a introduit aujourd'hui une nouvelle requête de mise en liberté. Réponse le 31 mai. Le bruit, les habitants du centre-ville de Montpellier ne cessent de s'en plaindre au quotidien. Les places de l'Écusson sont devenues des lieux de rendez-vous réguliers pour la jeunesse montpelliéraine. Le bruit est visiblement insupportable pour eux. Mouad El Yakabi a passé la soirée place Saint-Roch pour s'en rendre compte. Guitare et chants festifs, l'ambiance semble bon enfant, si ce n'est qu'elle se passe en plein centre-ville à la place Saint-Roch. Depuis quelques semaines, les jeunes Montpelliérains convergent vers les différentes places de l'Écusson pour se rassembler et jouer de la musique.
Des soirées souvent alcoolisées qui se prolongent parfois jusqu'à tard dans la nuit, occasionnant une gêne pour les riverains. Les jeunes en sont conscients, mais ne voient pas d'autres lieux ouverts vers lesquels ils pourraient se tourner. Tous les autres parcs de Montpellier sont fermés à 8 h. Et en plus, ils ont fermé le Perrot. Donc c'est un des seuls lieux assez convivial où on peut se retrouver et faire la fête, quoi. On ferme tous les parcs, tout ça, pour qu'ils aient plus de lieux où juste se rencontrer, quoi, même. Bon, c'est vrai qu'il y a des débordements, mais après les débordements, c'est peut-être un problème d'éducation aussi, tu vois. Puis les jeunes, ils n'ont plus qu'ici à venir, au milieu des bâtiments, devant une église, quoi, tu vois. Cette situation excède les riverains. L'un d'entre eux, qui a souhaité garder l'anonymat, nous a confié qu'il avait acheté des bombes lacrymogènes et qu'il comptait s'en servir si les nuisances ne cessaient pas. Heureusement, tous n'en sont pas là et certains réagissent avec philosophie. La situation actuelle est un peu difficile pour les riverains. Elle est un peu spéciale. Depuis 2-3 mois, il y a un petit peu d'animation sur la place Saint-Roch. Et que l'équilibre qu'on avait trouvé entre les riverains, les commerçants, les jeunes, etc. est un peu rompu. Pour retrouver cet équilibre, riverains et commerçants attendent une prise de position claire de la mairie pour mettre fin à cette situation. Colonel Agostini, bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé la journée d'aujourd'hui à parler sécurité locale lors d'un colloque qui réunissait un grand nombre d'intervenants, des élus locaux, des policiers municipaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce colloque qui s'est déroulé aujourd'hui? Effectivement, dans l'occasion d'un rassemblement sur une journée avec des élus, bien sûr, puisque l'élu, le maire étant le pivot de la sécurité locale, mais également des représentants des forces étatiques, donc les policiers et les gendarmes nationaux, des policiers municipaux, mais également des pompiers, des travailleurs sociaux, des bailleurs. Toutes les personnes qui sont en charge de la sécurité au niveau local se sont rassemblées donc aujourd'hui pour imaginer des pistes d'amélioration dans ce qu'on appelle la coproduction de sécurité, c'est-à-dire comment on arrive à nouer des partenariats et faire en sorte que les problématiques locales de délinquance soient le mieux traitées possible. C'est pas déjà le cas? Il n'y a pas déjà une collaboration entre l'ensemble de ces acteurs-là? Oui, il y a beaucoup de choses qui se font et qui marchent très très bien. On parlera peut-être du travail fait en matière de sécurisation des fêtes votives. Donc beaucoup de choses se font, mais ça ne nous empêche pas de nous réunir, tout d'abord d'apprendre à mieux se connaître, puisque ça permettait au niveau départemental de tisser des liens, de rapprocher, je n'ai pas cité le procureur de la République, qui est également présent, l'inspection d'académie, très important sur la thématique de la délinquance des mineurs, qui est un sujet qui nous préoccupe tous. Donc ça permettait de tisser des liens et de dessiner quelques pistes d'amélioration. Alors parmi ces... Justement, colonel, qu'est-ce qu'on peut améliorer alors que déjà vous travaillez quand même en étroite collaboration avec tous ces acteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, à part mieux communiquer entre soi? Alors, tout d'abord, c'est de définir des objectifs partagés. Alors, c'est simple de le dire, mais je pense qu'on peut améliorer nos diagnostics. C'est-à-dire on peut professionnaliser les diagnostics de terrain que l'on peut faire. Parce que bien identifier ces risques et ces menaces, c'est déjà commencer à dessiner les solutions. Bon, c'est quelque chose qui demande d'être affiné. On peut améliorer également les échanges d'informations entre, par exemple, des policiers et des gendarmes, et puis l'équipe sécurité d'une mairie. Donc on peut améliorer également donc, ces procédures d'échange d'informations. Il faut aussi également travailler à des mesures concrètes. Le danger avec les politiques de prévention, c'est de faire des grandes réunions très consensuelles avec beaucoup d'acteurs, sans forcément que ces réunions se traduisent par des mesures effectives, opérationnelles sur le terrain. Donc je préfère une petite mesure opérationnelle, même modeste, plutôt que de grandes réunions annuelles, c'est-à-dire qu'une fréquence qui est beaucoup trop espacée et qui ne débouche pas sur des plans d'action. Alors, par exemple, cet après-midi, il y a eu justement les avancées que vous attendiez en termes de collaboration? Alors, par exemple, sur les fêtes votives, c'est un exemple concret de plan très concret, puisque nous signons dans le cadre d'une petite convention, mais convention qu'on pourrait appeler un contrat opérationnel de sécurité, donc entre l'élu et puis le responsable local de la gendarmerie, le commandant de brigade. Nous signons une petite convention qui décrit les mesures concrètes que nous allons prendre. Alors ces mesures concrètes, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, bien agencer sa fête, c'est-à-dire s'assurer que l'éclairage des parkings sera suffisant pour empêcher la commission de vol à la roulotte. Ça veut dire bien
barriérer sa zone festive, bien limiter les points d'accès avec des systèmes de contrôle, bien agencer la zone buvette, de la zone danse, de la zone famille, des bodegas, etc. Donc l'agencement de la fête, c'est-à-dire réfléchir à la géographie de la fête, c'est très concret, c'est pragmatique et c'est efficace. Ça se passe comment ? Il y a une vraie mission de conseil de la part des forces de l'ordre auprès des élus locaux pour les accompagner dans ces organisations qui sont quand même des moments à risque, entre guillemets. Alors, le point de départ, effectivement, c'est le constat de faits qui peuvent mal se passer du fait d'alcoolisation excessive. Donc, au départ, on fait un constat et on décline un plan d'action. Alors, le problème, il est partagé, donc. C'est-à-dire qu'entre l'élu et puis donc le policier ou le gendarme, nous sommes tendus vers le même objectif. Alors, il ne s'agit pas d'interdire la fête, il s'agit de bien l'encadrer, de faire en sorte qu'elle se passe bien. Donc on travaille ensuite sur des actions très, très concrètes, comme je le disais. Donc il y a la géographie de la fête, il y a le dispositif réglementaire, c'est-à-dire les pouvoirs de police administrative. Très concrètement, on va interdire l'usage de l'alcool sur la voie publique, on va vérifier que ce qu'on appelle les licences 4, c'est-à-dire permettant l'usage d'alcool fort n'existe pas ce soir-là, donc s'arrêter aux licences 2, donc, oui, pour réduire les alcoolisations. Ça veut dire qu'on va travailler à la coordination entre les différents acteurs, donc au sens large. C'est-à-dire ça peut être le comité des fêtes, les pompiers, les policiers municipaux, les vigiles. Donc ça, oui, ça renvoie ça permet une sensibilisation de l'ensemble en fait, des intervenants de l'événement. Et bien sûr, la sensibilisation, c'est le quatrième levier, hein, puisque donc là, j'évoquais le levier de la coordination. Tout le travail de sensibilisation, c'est-à-dire prendre conscience que nous avons un problème lié donc à la sécurisation de la fête et que nous allons le résoudre ensemble. Voilà. Là, c'est très très concret et cette démarche, on l'a entamée, c'est un véritable processus, on l'a entamé depuis plusieurs années. Je crois qu'il faut travailler dans ce sens, selon ce modèle, sur d'autres sujets. On pourrait très bien faire une thématique liée aux nuisances sonores, par exemple. Si dans un village, on constate qu'il y a un certain nombre de nuisances sonores. On pourrait faire une thématique liée à un absentéisme trop important ou d'élèves décrocheurs si un territoire est concerné à ce niveau-là. Il s'agit donc d'appliquer des analyses au plus près du besoin, c'est-à-dire au niveau d'une commune, voire d'un ensemble d'une commune, de mettre autour de la table les acteurs vraiment qui ont une capacité décisionnelle, qui apportent des moyens, qui peuvent apporter des solutions, et donc de se coordonner sur la mise en place de ces solutions. Ça veut dire qu'il faut définir quelques indicateurs, un petit plan d'action, et suivre à travers le temps comment, par rapport aux objectifs qu'on s'assigne, comment tout ceci évolue. Voilà. Donc cette journée-là, elle a permis de réfléchir à ces pistes, définir des méthodes pour bien travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble. Alors, je reviens au fait votif parce que c'est quelque chose quand même qui est très prégnant hein, chez nous et qui suscite souvent des bagarres, des personnes blessées, souvent jeunes, parfois des décès malheureusement. Comment justement on peut éviter d'en arriver là aujourd'hui? Parce que cette coordination, bien sûr qu'elle est indispensable, mais ce moment-là où tout dégénère, comment vous pouvez imaginer le gérer ensemble avec tous ces acteurs? Alors, le travail préparatoire est primordial, sachant que le risque zéro n'existe pas. Donc ensuite, cela renvoie à une autre dimension, qui est une dimension quasi culturelle. Donc le point de départ, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience de tous les responsables qu'il n'est pas normal de tolérer une prise de risque aussi élevée sur certaines fêtes. Le risque existera toujours, encore une fois. Hein, donc il ne s'agit pas, il n'y a aucune prétention à occulter le risque. Il existe. Simplement, je pense que par ce travail préparatoire, on peut le faire diminuer. Ensuite, eh bien, on continuera d'appliquer des politiques également répressives. C'est-à-dire sur les fêtes, traditionnellement, on a des dispositifs, au moment où les gens arrivent, dispositifs qui consistent à procéder à des contrôles d'identité. Donc nous travaillons sur réquisition du procureur de la République. Et dans ce cadre-là, nous pouvons confisquer un certain nombre d'armes que nous trouvons à l'occasion de nos fouilles de véhicules. Je rappelle que l'an dernier, sur les 2 mois de l'été, nous avons confisqué une centaine d'armes contre 50 en 2009. Donc, toutes ces armes retirées, ce sont peut-être des incidents ou des accidents qui ont été évités. De la même manière, au moment du reflux, c'est-à-dire au moment où les gens partent, les fêtes se terminant à 2 heures dans l'Hérault, ce qui est une bonne chose,
c'est mieux 2 heures que 4 heures. 4 heures, c'est ce qui se passe dans le Gard. Donc 2 heures, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'avant 2 heures, on commence à baisser la musique, on commence à ne plus servir d'alcool avant 2 heures. Et quand les gens refluent de la fête, eh bien, nous pouvons parfaitement procéder à des contrôles sur les axes. Alors, il ne s'agit pas de cadenasser et de prendre les gens en otage vraiment à la sortie de la fête, mais sur les axes, sur le pourtour de la fête, eh bien, nous procédons à des contrôles d'alcoolémie. Voilà, donc la prévention c'est bien, on y travaille, mais bien sûr elle n'a de sens que si elle est accompagnée d'une politique répressive qui est d'autant mieux assumée que ce travail préparatoire et de concertation dans le cadre de politiques préventives a été mené en amont. Merci colonel Agostini, on en reparlera de toute façon et nous verrons justement comment les comportements peuvent s'améliorer pour éviter que des accidents malheureux souvent se produisent lors de ces fêtes. Merci colonel Agostini. On poursuit ce journal avec un mot de technologie maintenant. Il y a 1 an, la ville de Montpellier lançait une application Webphone pour le site de l'Office du tourisme afin de permettre en quelques clics de trouver toutes les informations pratiques. Une nouvelle version a été lancée cette semaine. Elle intègre une rubrique appelée Autour de moi. Grâce à un système de géolocalisation, l'application vous informe de tous les services pratiques qui se trouvent autour de vous dans un rayon de 50 mètres à 10 km. Le visiteur, quand il vient à Montpellier, l'outil le géolocalise automatiquement et autour de lui peut avoir toute l'offre de loisirs, voilà, quel musée à visiter, quelle activité, quel restaurant où aller manger. C'est un outil qui est utile et qui est pratique parce qu'il est, vous l'avez sur vous à longueur de journée, et la nuit aussi. Donc ça permet surtout, c'est un outil qui est très ludique et que maintenant, pratiquement 70% des gens ont maintenant un accès à Internet sur leur téléphone mobile. Donc ça répond aussi surtout à un besoin et une demande. Sport maintenant. Et Sébastien Chabal, il passait en début d'après-midi devant la commission d'appel de la Fédération française. Sébastien Chabal a obtenu la possibilité de disputer la demi-finale du top 14. Le 3e ligne international avait été condamné, je vous le rappelle, par la commission de discipline de la LNR à 60 jours de suspension après avoir tenu des propos très controversés sur l'arbitrage. Donc, à 4 jours de cette demi-finale historique au stade Vélodrome, le Métro Racing de Berbizier fait déjà figure de montagne. Reste à savoir comment les joueurs de Fabien Galtier vivront leur première apparition dans un stade de 60 000 places. Olivier Brachard a posé la question aux joueurs. Toulon, Castres, des exploits réalisés dans des arènes de 15 000 places au grand maximum. À côté, le stade Vélodrome et ses 60 000 spectateurs fait figure de véritables cols hors catégorie dans l'ascension vers la finale du top 14. Cet environnement est bien sûr inédit pour les jeunes joueurs du MHR. Alors, on a des joueurs qui connaissent ce genre d'environnement, nos internationaux argentins et bien sûr nos internationaux français. Fabien connaît bien ce genre d'environnement. Je crois qu'on aura besoin de leur aide pour maîtriser un petit peu maîtriser cette atmosphère qui est complètement différente. 15 000 personnes et 60 000, c'est totalement différent, quoi. Donc il ne faudra pas qu'on se fasse bouffer par l'événement, bouffer par le stade. Voilà, je crois qu'il faut se mettre en immersion. À l'échauffement, ce sera capital de se mettre en immersion pour ne pas être ébouillanté par l'atmosphère. Les joueurs ne s'en cachent pas, ils ont peur d'avoir des regrets à la fin du match, de ne pas avoir donné tout ce qu'ils pouvaient à cause d'un environnement qui les dépasse. Alors, pour chasser ces mauvaises pensées, la notion de plaisir est mise en exergue. C'est le plaisir de se faire mal, d'être ensemble, le plaisir de faire une bonne vélée fermée, le plaisir de faire des envolées, le plaisir d'être ensemble et de retrouver cette émotion qu'on a eue après Castres ou même après Toulon, quoi. Même si ça restait du championnat. Après Toulon, après ce qualif, c'était très beau. Castres, après ce qualif, c'était très beau. Donc, il faut qu'on y a goûté. C'est dur de ne pas en redemander, quoi. Comme on dit, peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, mais au stade Vélodrome, devant 20 000 supporters montpelliérains, l'exploit serait encore plus beau. Un exploit qu'on ne peut que leur souhaiter de réaliser. Colonel Agostini, merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info mercredi à 12h30. Je vous souhaite une bonne soirée sur TV Sud.